Bienvenue dans Curiosité. C'est dans le cadre du marché de Noël que j'ai le plaisir de vous accueillir. Régis Hubert, conservateur du musée, nous présentera tout à l'heure l'exposition Croquis, la vie, Griffonie d'Auguste Bartholdi. Mais tout d'abord, je vous propose de prendre la direction du musée d'Unterlinden où nous avons rendez-vous avec Frédéric Geurig-Ergoth, attaché de conservation au musée. Tsuba, Netsuke, Katakami et autres objets du Japon sont au programme de ce moment privilégié avec Frédéric qui pour l'occasion s'est habillé dans la plus pure tradition japonaise. La zen attitude est au rendez-vous. Bonjour, l'objet du mois de décembre est consacré au musée d'Unterlinden à notre collection japonaise. On a en effet dans notre collection quelques pièces japonaises importantes qui nous ont été données par différentes personnes. Je vais en citer trois. Le premier, Edmond Fleischhauer, qui était président de la société Schongauer et à l'occasion de son décès, il a légué l'ensemble de sa collection au musée d'Unterlinden. C'était en 1896 et parmi les objets de sa collection figuraient des objets japonais dont le sabre que vous voyez sur cette table, le plus petit des deux. Le deuxième donateur important en matière d'antiquité japonaise est Florine Epstein, qui a épousé un antiquaire à Paris et s'est appelée ensuite Florine Langweil. Alors Florine Langweil est le principal donateur d'objets extrême-orientaux dans notre collection. Elle s'est spécialisée en fait dans les objets d'art extrême-orientaux, au départ plutôt des objets japonais et ensuite des objets chinois. Et les objets que vous voyez ici sont principalement issus de sa collection. En effet, elle a fermé son commerce juste avant la Première Guerre mondiale et a fait don au musée de Colmar d'un certain nombre d'objets japonais, principalement des tsuba dont nous allons parler tout à l'heure. Il y a une troisième donation importante au musée d'Unterlinden, c'est la donation Roussel en 1936 qui comprenait également des objets japonais, des albums, des estampes, mais j'ai fait le choix de vous présenter plutôt des objets d'apparat qui appartenaient notamment à des samouraïs. Donc j'en porte deux sur moi, un sabre dit katana ou une boîte dite inro dont on verra le détail. Alors, je vais commencer par le sabre japonais. Alors, le sabre japonais se divise essentiellement, pour faire simple, en trois parties. Le manche, le tsuka, la garde de sabre, le tsuba, et l'étui qui renferme la lame, le saya. Alors, le manche est constitué en bois de magnolia blanc, qui est un bois extrêmement résistant. Vous verrez qu'il présente différents éléments de décor à l'arrière. Sur le manche, ici on devine un personnage, ici il s'agit d'un dragon, qu'on retrouve à l'arrière mais pas au même endroit. Le fait que cet élément de décor soit décentré permet une meilleure prise de la poignée de ce sabre. Un autre élément de décor et un tressage qui peut être en soie ou en coton qui maintient l'ensemble. À l'extrémité de la poignée, vous avez la garde de sabre. La garde de sabre ou le tsuba. Ces trois-là sont les plus anciens, 16e, 17e et 18e siècle. Les trois autres datent du 19e siècle. Alors, les tsuba, au départ, c'est-à-dire au 16e siècle, étaient plutôt simples. Étaient réalisés simplement pour protéger la main, retenir la main lors d'un combat. Et petit à petit, ces tsuba sont devenus de véritables œuvres d'art et ont été décorés de différentes manières avec toutes sortes d'incrustations qui peuvent être en or, en laiton ou en nacre. Je vous montre également de plus près ce sabre qui est vraiment très beau avec un décor de dragon. Le dragon étant un emblème emprunté à la Chine et un personnage qui permet de protéger effectivement son propriétaire. On le retrouve également sur le manche, le tsuka, le tsuba et le fourreau, le saya. Donc j'ouvre et vous pouvez voir la lame. Alors je vais le sortir. Normalement ça ne se fait pas. Il semblerait que quand on a un sabre, on se contente de l'extraire pour le présenter sans le sortir complètement. Mais là je vais le faire néanmoins pour vous montrer la finition de la lame. Les rainures qui permettent d'alléger le sabre, d'entamer la matière, le métal et d'alléger le poids de la lame.
qui est avec une partie lisse ici, une autre partie lisse ici, ce qui fait un système de 3 sections, de 3 pans, qui est la caractéristique des lames de sabre japonais. Alors le sabre japonais se tient verticalement, la lame vers l'extérieur, et se tient à 1 ou 2 mains, généralement 2 mains, selon la taille du manche. Voilà. Donc je vais le remettre dans son fourreau. Alors pour remettre un sabre japonais dans son fourreau, quand on l'a accroché à sa ceinture, on pose l'arrière de la lame sur le fond et on enfile, pour ne pas abîmer avec la lame le fourreau, le saya, qui est un élément important pour la protection des matériaux. Voilà. Et le sabre était fixé à la ceinture, l'obi, par une cordelette de soie ou de coton. À présent, voici l'inro. L'inro est une boîte qui était portée à l'obi, la ceinture, par les hommes exclusivement. Et inro signifie littéralement boîte à seaux. Alors c'est une boîte qui à l'origine servait à contenir des seaux, mais également des médicaments. Alors celui qui est accroché à ma ceinture est complet, il est très grand. Il a donc l'inro lui-même. Une cordelette ferme l'ensemble des boîtes qui constituent cet inro. Ce sont des boîtes à compartiments. On verra en détail 2 petits modèles tout à l'heure. Vous avez une cordelette qui passe à travers une rigole ici, qui ressort de l'autre côté, qui est fermée par un bouton généralement en bois qui est l'ogime, ici, qui permet de coulisser et de resserrer, de refermer la boîte de façon plus sûre. Et tout au bout, on a ce qu'on appelle un netsuke. Le netsuke est un bouton qui permet de faire taquer et d'empêcher la boîte de tomber par terre. Donc le netsuke, au départ également, était très simple et petit à petit a été l'occasion pour les artistes d'élaborer de très jolies sculptures dans différents matériaux. Le bois, l'ivoire, la porcelaine, toutes sortes de matériaux pouvaient être utilisés, les os également, ou l'ivoire d'éléphant étant les objets les plus précieux et les plus fins qui permettaient toutes sortes de décors. Cette boîte-ci est incomplète, on n'a plus le netsuke au bout, mais je vais en profiter de sa taille pour ouvrir et vous montrer les différents compartiments. Donc généralement, il y avait de 2 à 7 compartiments, voilà, qui permettaient donc de renfermer les seaux ou les médicaments. Je referme. Donc pour refermer, on tire sur la cordelette tout en enfonçant. Voilà. Bon, les objets sont anciens, je ne vais pas trop forcer. Voilà. Avec un décor d'oiseaux. Décoré de lac. Quelquefois, il y avait aussi des incrustations de métal ou de nacre. Sur cette table, 4 modèles de netsuke, 2 en ivoire du XVIIIe siècle, 2 en bois du XIXe siècle. Celui-ci porte des incrustations de métal dans les yeux. Il s'agit d'un petit personnage féminin maléfique. Ici, un personnage féminin bénéfique. Alors ces netsuke ont des orifices, ou ici un passage qui permet donc le passage de la cordelette, qui permet de retenir le netsuke à l'inro. Vous voyez que ces pièces sont signées aussi de leur auteur au dos. Ces 2 netsuke sont en ivoire. Celui-ci présente 2 tortues sur une feuille de lotus recroquevillée. Et celui-ci présente un personnage mythologique japonais, le kappa, sur un coquillage. Alors je vais vous parler du kappa, parce que c'est un petit personnage intéressant. C'est un personnage anthropomorphe en forme, avec une coquille de tortue, une carapace de tortue sur le dos, présentant la particularité d'avoir une gueule qui se termine par un bec et un crâne tonsuré. On dit que l'inspiration du kappa viendrait des moines occidentaux qui seraient venus au Japon. Alors, le kappa est un personnage maléfique qui attirait les enfants dans les rivières pour les noyer. Donc évidemment, il était redouté. Il était aussi malicieux, il entrait dans les visages, soulevait les jupes des femmes, volait la nourriture. Il était très gourmand non seulement d'enfants, mais aussi de concombres. Alors on balançait dans les rivières des concombres pour éviter qu'ils ne sortent des rivières pour semer la pagaille dans les villages. Il y a un très bon moyen de venir à bout d'un kappa, si vous en croisez un.
c'est de le saluer, parce que le kappa est un personnage extrêmement poli, maléfique mais poli. Donc il suffit de se pencher pour le saluer, il répondra en vous saluant, perdra l'eau du sommet de son crâne et en même temps que son eau, toutes ses forces. En espérant vous retrouver très vite au musée d'Unterlinden, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2008. Je vous rappelle que dans le cadre de l'objet du mois de décembre, il se tiendra également une conférence au musée d'Unterlinden le jeudi 20 décembre de 13h à 13h45, salle 9 dans la limite des places disponibles. Retour au musée Bartholdi maintenant. C'est Régis Hubert, conservateur du musée, qui nous éclaire sur cette exposition particulièrement originale, Croquis, la vie, Griffonie d'Auguste Bartholdi. En marge de son œuvre de sculpteur, les dessins sélectionnés dans le cadre de cette exposition sont présentés pour la première fois au grand public. Croquis, c'est très simple. Un croquis, c'est un petit dessin, généralement au crayon de graphite ou à la plume, tracé légèrement et assez rapidement. Le lavis, ça évoque l'aquarelle. Une aquarelle, on dit d'une aquarelle qu'elle est lavée, c'est donc le pinceau est est trempé dans l'eau, donc lavis, puis y avoir des lavis à l'encre. Alors griffonie j'aime bien. Ça fait surtout référence à un ouvrage très célèbre de gravure, édité au XVIIIe siècle, les Griffonies de l'abbé de Saint-Non. Ce sont des tout petits dessins qui ont été réalisés par des artistes en voyage en Italie. C'était une sorte d'expédition au XVIIIe siècle. Griffonie, c'est un petit dessin qui est tracé très vite, c'est une sorte de petite instantanée. L'artiste voit quelque chose et pour fixer le plus précisément, il a son petit calepin et très vite, il trace quelques traits. D'abord, ce sont des dessins qu'il réalise en marge de son œuvre sculptée. Bien entendu, nous conservons plusieurs dessins préparatoires à ces statues et à ces monuments. C'est le travail de sculpteur qui commence généralement par un dessin. Les pièces qui sont présentées dans cette exposition ont été réalisées en marge de son œuvre de sculpteur. Ce sont des impressions de voyage ou, s'agissant de la guerre de 1870 à laquelle il participe lorsque les Badois entrent à Colmar, des instantanés pris sur le vif lorsqu'il est aux premières lignes. Essentiellement donc, impressions de voyage. La majorité, non, pas la majorité, la totalité des dessins que le musée conserve se rapportant à son premier voyage aux États-Unis en 1871, ils sont tous exposés. Des lettres qu'il envoie à sa mère lorsqu'il fait un voyage en Italie, des petits souvenirs d'Alsace après l'annexion, lorsqu'il peut encore de temps en temps venir, donc des dessins représentant soit la plaine d'Alsace, soit les ruines des Vosges, ou quelques marines, petites aquarelles qu'il va laver précisément lorsque, de temps en temps, assez rarement, il s'accordait des vacances. En fait, c'est vraiment des œuvres intimes qui n'étaient absolument pas destinées à être exposées, sauf deux. Deux aquarelles de plus grand format, d'ailleurs, qui sont exposées. Il y en a une ici, qui se rapporte au premier voyage aux États-Unis, qu'il va présenter lors d'expositions. D'ailleurs, il y en a une où au dos, on voit encore exposition Monte-Carlo. Mais pour l'essentiel, ce sont des petites images qu'il conservait en souvenir. Certaines étaient envoyées à sa maman, en particulier les dessins qui illustrent les lettres qu'il envoie régulièrement à sa mère, et d'autres qu'il conservait pour lui-même, et nous présentons d'ailleurs dans l'exposition 3 aquarelles qu'il avait fait encadrer. Il est possible que la plupart de ces aquarelles, il les avait chez lui, certaines exposées ou dans des portfolios. Mais en fait, ce n'était pas destiné à la publication et en principe, ce n'était pas destiné à être publié. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est les croquis du premier voyage aux États-Unis, parce que là, on a des images des États-Unis, des grandes plaines, des montagnes rocheuses, qui sont
assez rare, puisque fort peu d'artistes, en tout cas français, à cette époque, ont fait le voyage qu'a fait Bartholdi et en ont rapporté des souvenirs. Donc il y a des choses assez rares parmi cette série de dessins du voyage aux États-Unis. Il y a l'aquarelle, en tout cas, elle est d'ailleurs là, intitulée Green River, qui est vraiment très très belle. Il y a de fort belles choses. Les chutes du Niagara sont très belles aussi. Et il y a également une section, je n'en ai pas parlé, qui n'a rien à voir avec les voyages, qui sont les caricatures. Bartholdi est un excellent caricaturiste. Nous conservons un fond très important. Le problème avec les caricatures, c'est que malheureusement, très souvent, nous ne connaissons pas la personne qui a été croquée. Donc il est assez difficile d'exposer une caricature lorsqu'on ne sait pas de qui il s'agit. On en a présenté quelques-unes ici, dont d'ailleurs un autoportrait Charge, donc il s'est caricaturé lui-même, et il est très doué pour ça. Dans l'ensemble, les aquarelles présentées sont tout à fait agréables. Il y a beaucoup de fraîcheur, il y a beaucoup de spontanéité, et encore une fois, ça dénote quand même un talent certain de Bartholdi dans ce domaine-là aussi, qui n'est pas spécifiquement le sien, puisqu'il est d'abord sculpteur. Avant de poursuivre, je voudrais vous signaler que l'exposition Croquis, la vie griffonie d'Auguste Bartholdi se tiendra jusqu'au 31 décembre, donc hâtez-vous si vous ne vous y êtes pas encore rendu. Direction la galerie Carré d'Art, 8 rue Berthe-Molly à Colmar, où nous avons rendez-vous avec Fernand de Petit-Demange pour son exposition Les âmes silencieuses. Photographe depuis près de 20 ans, Fernand de Petit-Demange nous présente une soixantaine de photographies en noir et blanc qui témoignent de sa quête intime et d'une démarche digne des amateurs de cabinets de curiosité. Nous l'avons construit sous la forme comme un cabinet des curiosités. Déjà, mon atelier est un cabinet des curiosités, il y a un tas d'éléments qui est suspendu ou rangé. Et ici, de par l'architecture de la galerie, c'était intéressant de pouvoir, comme il y avait plusieurs blocs, plusieurs pièces, donc d'utiliser cet espace-là en faisant une déclinaison autour des végétaux. Deuxième pièce avec les minéraux et enfin avec les animaux et un couloir transitaire ou des choses plus spécifiques, parce que les choses étranges comme peut y en contenir des cabinets de curiosité. Le fait que l'objet est en suspension dans le blanc, donc il doit être parfait au niveau du graphisme. Donc moi ça commence déjà par la sélection dans ma collecte, aussi bien dans les collections ou dans la nature. Donc l'objet doit tenir, avoir un graphisme parfait, évoquer également un thème précis. Et il doit tenir dans ce blanc. Ce blanc, c'est assez terrifiant parce que je peux trouver de très très beaux objets, avoir un beau graphisme, mais ça ne rentre pas. Bon, je sélectionne, je collecte, ensuite je photographie, mais bien sûr là c'est en atelier, donc en studio avec du moyen et du grand format, à savoir 6-7 ou du 4-5 inch.
Enfin, c'est vrai que plus ça va, moins je sélectionne d'objets, plus mon œil est aiguisé. Et il est vrai qu'en choisissant même dans la nature ou dans un tiroir, j'ai l'image en tête. J'ai l'impression de parler que de l'humain, en fait. C'est l'humain, comment il se situe par rapport à ça, ce qui l'environne. Aussi bien dans un ossuaire que dans les minéraux, enfin, quand dans les végétaux, il est là parce qu'en fait, je cherche à faire des portraits et je cherche l'homme derrière ça. Quand c'est une vertèbre d'un sanglier, pour moi, c'est aussi la vertèbre d'un homme. Et ce que j'en ai dégagé, comment je l'ai situé dans le blanc, dans son graphisme, là où passe la vie, la note, elle passe également de cette façon-là, dans ce trou de vertèbre. Le fait que ce soit en noir et blanc, le choix s'impose. J'arrive pas à glisser sur la couleur. Bon, j'ai des sujets en couleur, mais bon, j'ai pas forcément envie de les faire. Mais en noir et blanc, parce que ce noir et blanc permet de glisser d'une matière à l'autre. Et c'était flagrant par rapport à une série quand je suis arrivée en Alsace sur des feuilles, les feuilles des arbres qu'il y avait autour de la maison. Donc j'en ai fait un inventaire et en le faisant sur fond blanc, cette matière noir et blanc glissait pour moi sur du minéral. Et pour beaucoup d'objets présentés même ici, ce n'est pas immédiatement ou l'os ou le tissu. Il y a à chaque fois un jeu de va-et-vient de différentes matières. Et c'est vrai que la couleur, si j'y ajoute de la couleur, on va tout de suite avoir la lecture immédiate de la matière. Et je préfère, en fait, moi j'aime bien cette invitation au voyage et l'imaginaire de chacun. J'éprouve toujours de la magie à ce que l'image soit blanche et d'un coup l'objet apparaît. Je trouve ça toujours aussi mystérieux et magique, et tant que ça dure, j'ai encore cette fraîcheur-là par rapport à ce phénomène chimique, et je continuerai. Curiosité est terminée. Je vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous en 2008. En attendant, bonne année 2008. Salut et à bientôt.